Merci de nous suivre dans le cadre de ce journal. Au sommaire, face à face, Joseph Kabila Kabange, Jean-Claude Ngakoso, ce jeudi à Kinshasa. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo a rencontré le chef de l'État de la RDC, à qui il a apporté un message d'amitié et de fraternité du président Denis Sassou Nguesso. Un message qui vraisemblablement vient renforcer les liens existants entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Et puis, neutralisation des éléments ADF, cette question est au centre des échanges entre la RDC et l'Ouganda depuis le jeudi dans le cadre de la réunion régionale bilatérale. Les deux pays réfléchissent sur les solutions à apporter aux problèmes sécuritaires qui se posent entre le district sud-ouest ougandais et la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Affaire vente d'esclaves en Libye, la chancelière allemande Angela Merkel a reçu le premier ministre libyen. Les deux chefs de gouvernement ont évoqué la situation difficile de migrants africains en Libye. Angela Merkel a demandé à Faisal Sarraj d'accorder aux organisations internationales l'accès aux camps sous son contrôle. Ce dernier a d'ailleurs promis de publier un rapport d'enquête sur les révélations de la CNN sur le marché d'esclaves noirs en Libye. Arrivé à Kinshasa le mercredi 6 décembre 2017 par le Beach Ngobila, le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo a rencontré le chef de l'État de la RDC. Jean-Claude Ngakoso a été accueilli par Joseph Kabila Kabange le jeudi 7 décembre au Palais de la Nation. Le ministre Ngakoso a été porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président Denis Sassou Nguesso au président Joseph Kabila Kabange. Question de renforcer les liens qui existent entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Cet échange entre les chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, et le ministre brazzavillais des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakoso, s'est déroulé en présence de délégations de deux partis dont la RDC était composée du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Kitundu, du directeur de cabinet du président Kabila, Némi Wilanya Wilonja, et de l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Christophe Muzungu. Les accusations de l'ONG Human Rights Watch sur le recrutement des ex-rebelles M23 par le gouvernement congolais pour réprimer les manifestations en décembre 2016 sont sans fondement, ridicules et grossières. La ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchébé-Kwa, qui l'a dit, affirme que ce rapport ne traduit que la haine et la rage de Ida Sauer envers et contre les autorités de la RDC pour des raisons qui lui sont propres. Comment comprendre qu'une ONG de défense des droits de l'homme, censé rester neutre et formuler des critiques constructives afin de permettre une meilleure promotion des droits de l'homme, peut montrer ouvertement son penchant pour un groupe politique et décider de lyncher publiquement un autre. Madame Ida Sauer peut-elle prouver aujourd'hui à la face du monde que la non-organisation des élections présidentielles et législatives en décembre 2016 est la cause d'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo? En lisant ce rapport, l'on croirait qu'il a été rédigé par un militant d'une famille politique décidé à discréditer une autre famille politique, a souligné Marie-Ange Mouchébé-Kwa. La ministre des Droits humains a invité Human Rights Watch à s'abstenir de toute manipulation de ses quelques membres et à mieux vérifier ses sources d'informations afin d'éviter de porter des accusations gratuites et mensongères contre l'État congolais susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires. Au regard de tout ce qui vient d'être dit, il y a lieu de s'interroger sur la véracité du rapport de Human Rights Watch dans la mesure où, autant indiqué dans le dit rapport, la République démocratique du Congo était résolument en train de faire face aux multiples incursions du M23 sur son territoire en violation flagrante des accords d'Addis Abeba et de déclaration de Nairobi. La question que l'on se pose est celle de savoir comment est-ce que la République démocratique du Congo pouvait recruter des éléments du M23 en octobre et décembre 2016, alors que c'est durant la même période qu'elle l'affrontait, notamment à Sarambwe, dans le territoire de Rutshuru. Comment donc on peut recruter un ennemi comme mercenaire? La réponse à cette question relève la légèreté criante de ce rapport et met à nu le but inavoué de Human Rights Watch, qui serait de jeter un discrédit sur tous les efforts consentis par notre pays
consistant à rétablir l'autorité de l'État et l'ordre public sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, notamment avec l'éradication du M23 ainsi que d'autres groupes armés dans le Kivu et la mise en déroute de la milice Kamina Nsapu dans le Kasaï. Les conclusions du rapport de Human Rights Watch laissent transparaître un acharnement de Ida Sower sur le gouvernement congolais et un lynchage politique contre le président de la République afin de baliser le chemin pour le président que Human Rights Watch par Ida Sower s'est déjà choisi à la place du peuple congolais, a indiqué la ministre des Droits humains. Élection 2018, les États-Unis, le Canada et la Suisse appellent le gouvernement congolais à respecter les engagements pris dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce pays l'ont fait savoir dans une déclaration signée conjointement par leur chargé de mission à Kinshasa le jeudi 7 décembre 2017. Ces diplomates se disent préoccupés par certains engagements pris lors de la signature de cet accord et qui ne sont pas encore mis en œuvre. Ils ont notamment évoqué la décrispation politique avec la libération des prisonniers politiques et l'abandon des poursuites judiciaires contre certains membres de l'opposition. À cela s'ajoute le dédoublement des partis politiques. Pour ces trois pays, le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre rime aussi avec l'interdiction d'un troisième mandat présidentiel pour Joseph Kabila et de toute initiative de changement constitutionnel. Ils invitent par ailleurs toutes les parties prenantes au processus électoral en cours à tenir des propos et à poser des actes qui respectent la Constitution et l'accord. Selon ces diplomates, ces mesures sont essentielles afin de garantir un processus électoral libre, juste et pacifique en RDC. Un rappel qui semblait être trop, vu que Kinshasa a toujours insisté sur le fait que la Constitution de la République ne sera jamais violée et que Joseph Kabila, président de la République et garant de cette Constitution, la respectera. Poursuite du congrès extraordinaire de l'UDPS ce vendredi 8 décembre 2017 au centre féminin Maman Mobutu à Limete. Ces assises de 3 jours qui se clôturent ce samedi 9 décembre 2017 doivent pourvoir à la succession de Etienne Tshisekedi à la tête de l'UDPS, parti réputé première force politique de l'opposition congolaise. Les tout premiers congrès extraordinaires de l'UDPS qui s'est ouvert hier jeudi 7 décembre 2017 à Kinshasa table sur la normalisation, la réconciliation et la revitalisation du parti pour la conquête démocratique du pouvoir. La mission essentielle de ces congrès est donc pourvoir à la succession au poste du président du parti, laissé vacant à la suite du décès le 1er février dernier de Etienne Tshisekedi. Les points inscrits au programme de ces assises sont l'adoption du statut et règlement d'ordre intérieur amendé et surtout l'élection du nouveau président du parti. Tous les cadres de l'UDPS de la capitale comme ceux de province du pays prennent part à ces assises. Une délégation composée des autorités politiques et militaires du Nord Kivu discute depuis ce jeudi 7 décembre 2017 dans la ville ougandaise de Mbarara avec les autorités ougandaises. Ce, dans le cadre d'une réunion régionale bilatérale sur les questions sécuritaires dans la zone frontalière, principalement sur la neutralisation des rebelles ougandais des ADF actifs dans les territoires de Beni. La RDC est représentée par le membre du gouvernement provincial du Nord Kivu, certains officiers supérieurs de la 34e région militaire de l'opération Sokola 1, ainsi que par la police nationale congolaise. Selon des sources sécuritaires, les représentants des deux pays vont réfléchir sur des solutions à apporter aux problèmes sécuritaires qui se posent entre les districts du sud-ouest ougandais et la province du Nord Kivu. Parmi les districts ougandais représentés dans ces assises, les mêmes sources citent Rubirizi, Kizoro, Kanungu, Rukingiri, Ntoroko et Kasese. Retour au calme à l'Institut national des bâtiments et travaux publics, INBTP, après les troubles qui ont occasionné l'incendie d'un local du home des étudiants. Cette situation est due au mécontentement des étudiants de cette institution qui protestaient contre le taux d'échange appliqué à la paie des frais académiques. Un taux de 1600 francs congolais, le 1 dollar américain est imposé au lieu de 960 francs congolais comme recommandé par les SU. La police nationale congolaise est intervenue pour calmer la situation. Selon Steve Mikai,
ministre de l'enseignement supérieur et universitaire SU, qui a confirmé la perte de ses locaux. Il n'y a pas eu mort d'homme. Le ministre a cependant suspendu le directeur général de cette institution supérieure, Azamanilas, pour n'avoir pas suivi les instructions des autorités des tutelles et décidé unilatéralement de percevoir le frais académique en dollars américains, alors qu'il fallait négocier et transmettre les résultats de la négociation à l'autorité des tutelles. Il s'y est de noter que, par rapport à la fixation de la devise des frais académiques, Steve Mbikai a recommandé les dialogues entre la coordination des étudiants, les comités de gestion et les professeurs afin de trouver un compromis. Angela Merkel a reçu, le jeudi 7 décembre 2017, le premier ministre libyen Faisal Sarraj. Les deux chefs de gouvernement sont pour cette occasion revenus sur la situation des migrants en route vers l'Europe qui échouent en Libye dans des conditions souvent dramatiques. Lors d'une conférence commune, le premier ministre libyen a évoqué des chiffres vertigineux parlant de 500 000 migrants clandestins qui se trouveraient en Libye en dehors des centres de rétention. 20 000 personnes sont regroupées dans les différents camps de rétention et sont soumises aux 42 centres dépendants du ministère de l'Intérieur de la Libye, a ajouté le premier ministre libyen. La chancelière allemande a approuvé l'intervention de son homologue libyen. Pour Angela Merkel, il reste donc beaucoup à faire afin d'améliorer la situation humanitaire en Libye. Rappelons aussi qu'en accord avec l'Organisation internationale des migrants, l'Union africaine compte rapatrier d'ici la fin de l'année 15 000 migrants africains embourbés dans l'enfer libyen. Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne du plan d'urgence élaboré entre les dirigeants africains et européens à l'issue d'un sommet la semaine dernière à Abidjan. Par ailleurs, Angela Merkel a appelé son homologue libyen à accorder aux organisations internationales comme le Haut Commissariat aux réfugiés un meilleur accès aux camps sous son contrôle. Le premier ministre libyen a à son tour promis la publication d'un rapport d'enquête sur les révélations récentes de la chaîne américaine CNN qui ont fait de l'existence d'un marché d'esclaves noirs en Libye. Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, voici le rappel de titres. Face à face, Joseph Kabila Kabange et Jean-Claude Ngakoso, ce jeudi à Kinshasa. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo a rencontré le chef de l'État de la RDC, à qui il a apporté un message d'amitié et de fraternité du président Denis Sassou Nguesso. Un message qui vraisemblablement vient renforcer les liens existants entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Et puis, neutralisation des éléments ADF, cette question est au centre des échanges entre la RDC et l'Ouganda depuis le jeudi dans le cadre de la réunion régionale bilatérale. Les deux pays réfléchissent sur les solutions à apporter aux problèmes sécuritaires qui se posent entre le district sud-ouest ougandais et la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Affaire vente d'esclaves en Libye, la chancelière allemande Angela Merkel a reçu le premier ministre libyen. Les deux chefs de gouvernement ont évoqué la situation difficile de migrants africains en Libye. Angela Merkel a demandé à Faisal Sarraj d'accorder aux organisations internationales l'accès aux camps sous son contrôle. Ce dernier a d'ailleurs promis de publier un rapport d'enquête sur les révélations de la CNN sur le marché d'esclaves noirs en Libye. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bon vendredi à tous et merci de suivre la revue de presse de Journaux Paris en ligne ce vendredi 8 décembre 2017 sur BSC TV. Démarrons cette revue de presse avec Forum 2As qui titre à sa une « UDPS, la succession d'Etienne Tshisekedi à l'ordre du jour ». Comme il fallait s'y attendre, l'ombre tutélaire d'Etienne Tshisekedi a plané hier sur le centre féminin Mama Mobutu à la 13e rue Lumete à l'occasion de l'ouverture du congrès extraordinaire de l'UDPS. Et c'est précisément les vides immenses laissés par l'icône de la lutte contre la dictature qu'il est question de combler.
Tâche éléphantesque car un homme de l'envergure de Tshisekedi, on ne le remplace pas, on succède tout simplement à lui. Ovationné par des centaines de combattants Kinshasa du pays profond et de l'étranger, Bruno Tshibala Nzenze a pris la mesure des enjeux. Ses cofondateurs de l'UDPS a appelé les combattants à solder tous les comptes nés de la disparition du leader Maximo. Une mort qui a failli signer l'arrêt du parti. Un décès qui a aussi mis à nu les pesanteurs qui ont fait que l'UDPS n'a pu jusqu'ici réussir à conquérir démocratiquement le pouvoir d'État. Parmi ce mot, la désorganisation, la mégestion et le trafic d'influence. Avec ce congrès de la normalisation, de la réconciliation et de la revitalisation du parti, cap est donc mis sur les élections, signe des bons augures. Cela fait presque 8 mois que l'UDPS dirige le gouvernement d'Union nationale, rappelle très opportunément le Premier ministre, une première depuis la création du parti, voici 35 ans. Poursuivons cette revue de presse avec le groupe BSC qui titre « Mercenaire M23 », Ida Scheuer a bidonné son rapport. La directrice Afrique de Human Rights Watch a publié un rapport sur le présumé recrutement d'anciens éléments de l'ex-M23 sans tenir compte des démentis et des réponses de Kinshasa au questionnaire qu'elle avait pourtant soumis durant son enquête. Pas étonnant pour cet activiste en délicatesse avec les autorités congolaises et qui logiquement devrait désormais s'abstenir de traiter les dossiers de la RDC. En les faisant, elle aborde une nouvelle preuve de la cabale internationale contre la RDC. Exactement comme en son temps Scott Campbell qui a publié un rapport sur le Kasaï dans les mêmes conditions. Grave, les derniers rapports de Human Rights Watch sur le recrutement présumé des anciens éléments de l'ex-M23 pour les répressions des manifestations en RDC est un grossier montage. Le constat est de la ministre des Droits humains Marie-Ange Mouchébekwa qui l'avait fait savoir jeudi 7 décembre 2017 au cours d'une conférence de presse à réaction aux accusations contre la RDC et ses autorités. C'est avec un grand étonnement, a-t-elle dit, qu'elle a découvert les contenus de ce rapport pour lequel le gouvernement congolais avait été saisi au cours de l'enquête, mais qui ne s'y reconnaît pas dans les rendus finaux. Marie-Ange Mouchébekwa relève que Human Rights Watch avait effectivement saisi le gouvernement qui avait démenti tous les griefs en sa charge ainsi qu'à ses différentes structures spécialisées et leurs responsables. Elle relève aussi que le général Kaloumé, coordonnateur national du mécanisme de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix et le développement de la RDC et de la région de Grand Lac, avait répondu au questionnaire soumis par Human Rights Watch. Mais grande a été la surprise de la ministre des Droits humains de ne retrouver aucune réaction de la RDC dans le rapport rendu public. Pour Mouchébekwa, Ida Scheuer, directrice Afrique de Human Rights Watch, en charge du dossier, a perdu toute crédibilité par cet acte qui dénote d'une volonté délibérée de nuire à la RDC et particulièrement à son chef d'État, du reste abondamment cité dans ce rapport. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre RDC, les USA, le Canada et la Suisse préoccupés par la probabilité d'utilisation de la machine à voter. Les chefs des missions des États-Unis, du Canada et de la Suisse se disent préoccupés par l'utilisation de la machine à voter pour les prochaines élections en RDC. Par ailleurs, nous sommes préoccupés par le fait que la CENI se concentre sur l'utilisation d'un système de machine à voter. La mise en œuvre d'un tel système exige de la transparence auprès de toutes les parties concernées en ce qui concerne le coût et les risques. Il faut également avoir suffisamment de temps pour effectuer un examen juridique, des essais, une évaluation et offrir de la formation. Aucune de ces étapes n'est achevée à ce jour ou n'est en cours. Le contournement de ces étapes et la mise en place d'un système de ce type et de cette ampleur à l'échelle nationale pour la première fois pourrait gravement compromettre l'élection présidentielle, ont-ils dit dans une déclaration commune faite ce jeudi à Kinshasa. L'utilisation de la machine a été également rejetée par les rassemblements de l'opposition. Faux débat, estime la CENI qui explique que le système ne change pas mais plutôt fiabilisé. Le vote électronique est notamment caractérisé par l'absence du papier. En RDC, les ordinateurs ne sont pas réseautés et les réseaux ne sont pas fiables. Les systèmes ne changent pas, bien au contraire, c'est un élément de garantie supplémentaire. À la fin du vote, la machine aura les résultats et le déploiement va se poursuivre comme avant, avait expliqué Corneille Nangaa, président de la CENI, au cours d'une interview accordée à actualité.cd. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Congo Panorama,
votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme de sujets variés, notamment le dossier CENI et élections avec les tournées des Corneilles Nangaa dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste revisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi les travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir, en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef de l'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.